Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer la lecture de La Petite Fadette de George Sand, qui est une figure majeure de la littérature française et une grande féministe. Donc La Petite Fadette est un roman du romancier George Sand, paru en 1849. Les thèmes du roman sont la gémellité, la vie à la campagne et l'amour. Après La Mare au diable et François de Champy, c'est le troisième roman champêtre de George Sand. Elle y exprime tout ce que la vie lui a appris. L'apparence des êtres ne compte pas, il faut percer l'écorce. La richesse des filles ne fait pas leur bonheur et l'amour est difficile à construire. Son désir inassouvi est là aussi, d'un amour qui durerait toujours. La Petite Fadette illustre le grand dessein de George Sand, enseigner le respect de Dieu, de la nature, de la sagesse et de l'amour. Nous allons donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook, Voyage au bout de la nuit. N'hésitez pas à lancer vos avis, vos idées, tout ce qui vous passe par la tête et peut-être quelques petites citations que je pourrai citer prochainement dans mes lectures, durant mes lectures. Donc, nous allons passer à la lecture. Mais il ne put se tenir d'y revenir tout seul le lendemain. Et il trouva le bord du Rio tout troublé et tout battu par les pieds des bœufs qui y étaient venus boire et qu'on avait mis pagager le matin dans la taille. Il avança un petit peu et vit que les animaux avaient marché sur son moulin et l'avaient si bien mis en miettes qu'il n'en trouva que peu. Alors il eut le cœur gros et s'imagina que quelque malheur avait dû arriver ce jour-là à son Besson. Et il courut jusqu'à la Priche pour s'assurer qu'il n'avait aucun mal. Mais comme il s'était aperçu que Landry n'aimait pas le voir venir sur le jour, à cause qu'il craignait de fâcher son maître en se laissant détancer, il se contenta de le regarder de loin pendant qu'il travaillait. Et il ne se fit point voir à lui. Il aurait eu honte de confesser quelle idée l'avait fait accourir, et il s'en retourna sans mot dire et sans en parler à personne. Que bien longtemps après. Comme il devenait pâle, dormait mal et ne mangeait quasi point, sa mère était bien affligée et ne savait que faire pour le consoler. Elle essayait de le mener avec elle au marché ou de l'envoyer aux foires à bestiaux avec son père ou ses oncles. Mais de rien, il ne se souciait ni ne s'amusait. Et le père Barbeau, sans lui en rien dire, essayait de persuader au père Caillot de prendre les deux Bessons à son service. Mais le père Caillot lui répondait une chose dont il sentait la raison. Un supposé que je les prendrais tous deux pour un temps. Ça ne pourrait pas durer, car là où il faut un serviteur, il n'en est besoin de deux pour des gens comme nous. Au bout de l'année, il vous faudrait toujours en louer un quelque autre part. Et ne voyez-vous pas que si votre Sylviné était dans un endroit où on le forçât de travailler, il ne songerait pas tant et ferait comme l'autre, qui en a pris bravement son parti? Tôt ou tard, il faudra en venir là. Vous ne le louerez peut-être pas où vous voudrez, et si ces enfants doivent encore être plus éloignés l'un de l'autre et ne se voir que de semaine en semaine ou de mois en mois, il vaut mieux commencer à les accoutumer à n'être pas toujours dans la poche l'un de l'autre. Soyez donc plus raisonnable que cela, mon vieux. Et ne faites pas tant d'attention aux caprices d'un enfant que votre femme et vos autres enfants ont trop écouté et trop câliné. Le plus fort est fait, et croyez bien qu'il s'habituera au reste, si vous ne cédez point. Le père Barbeau se rendait et reconnaissait que plus Sylviné voyait son Besson, tant plus il avait envie de le voir, et il se promettait à la prochaine Saint-Jean d'essayer de le louer, afin que, voyant de moins en moins Landry, il prit finalement le pli de vivre comme les autres et de ne pas se laisser surmonter par une amitié qui tournait en fièvre et en langueur. Mais il ne fallait point encore parler de cela à la mère Barbeau, car au premier mot, elle versait toutes les larmes de son corps. Elle disait que Sylviné était capable de se périr, et le père Barbeau était grandement embarrassé. Landry, étant conseillé par son père et par son maître et aussi par sa mère, ne manquait point de raisonner son pauvre Besson.
Mais Sylviné ne se défendait point, promettait tout et ne se pouvait vaincre. Et il y avait dans sa peine quelque autre chose qu'il ne disait point parce qu'il n'eût su comment le dire. C'est qu'il lui était poussé dans le fin fond du cœur une jalousie terrible à l'endroit de Landry. Il était content, plus content que jamais, il ne l'avait été, de voir qu'un chacun le tenait en estime et que ses nouveaux maîtres le traitaient aussi amiteusement que s'il avait été l'enfant de la maison. Mais si cela le réjouissait d'un côté, de l'autre, il s'affligeait et s'offensait de voir Landry répondre trop, selon lui, à ses nouvelles amitiés. Il ne pouvait souffrir que sur un mot du père Caillot, tant doucement et patiemment qu'il fut appelé. Il courut vitement au-devant de son devoir, laissant la mère et frère plus inquiets de manquer à son devoir qu'à son amitié. Et plus prompte à l'obéissance que Sylviné ne s'en serait senti capable quand il s'agissait de rester quelques moments de plus avec l'objet d'un amour si fidèle. Alors le pauvre enfant se mettait en l'esprit un souci que, devant, il n'avait eu, à savoir qu'il était le seul à aimer et que son amitié lui était mal rendue. Que cela avait dû exister de tout temps sans être venu d'abord à sa connaissance. Ou bien que depuis un temps, l'amour de son Besson s'était refroidi parce qu'il avait rencontré par ailleurs des personnes qui lui convenaient mieux et lui agréaient davantage. Chapitre 7. Landry ne pouvait pas deviner cette jalousie de son frère, car de son naturel, il n'avait eu, quant à lui, jalousie de rien en sa vie. Lorsque Sylviné venait le voir à la Priche, Landry, pour le distraire, le conduisait voir les grands bœufs, les belles vaches, le brebillage conséquent et les grosses récoltes du fermage au père Caillot, car Landry estimait et considérait tout cela non par envie, mais pour le goût qu'il avait eu au travail de la terre, à l'élevage des bestiaux, et pour le beau et le bien fait dans toutes les choses de la campagne. Il prenait plaisir à voir propre, grasse et reluisante la pouliche qu'il menait au pré, et il ne pouvait s'offrir que le moindre ouvrage fût fait sans conscience, ni qu'aucune chose pouvant vivre et fructifier fût délaissée, négligée et comme méprisée, et mis les cadeaux du bon Dieu. Sylviné regardait tout cela avec indifférence et s'étonnait que son frère prît tant à cœur des choses qui ne lui étaient de rien. Il était ombrageux de tout et disait à Landry: « Te voilà bien épris de ces grands bœufs. Tu ne penses plus à nos petits taurins, qui sont si vifs et qui étaient pourtant si doux et si mignons avec nous deux, qu'ils se laissaient lier par toi plus volontiers que par notre père. Tu ne m'as pas seulement demandé des nouvelles de notre vache qui donne du si bon lait et qui me regarde d'un air tout triste, la pauvre bête. Quand je lui porte à manger, comme si elle comprenait que je suis tout seul et comme si elle voulait me demander où est l'autre Besson. » « C'est vrai qu'elle est une bonne bête, » disait Landry. « Mais regarde donc celle d'ici. Tu les verras traire, et jamais de ta vie tu n'auras vu tant de lait à la fois. »« Ça se peut, » reprenait Sylviné. « Mais pour être d'aussi bon lait et d'aussi bonne crème que la crème et le lait de la brunette, je gage bien que non, car les herbes de la bessonnière sont meilleures que celles de par ici. »« Diantre, » disait Landry. Je crois bien que mon père échangerait pourtant de bon cœur si on lui donnait les grands foins du père Caillot pour sa joncière du bord de l'eau. »« Bah, » reprenait Sylviné, en levant les épaules, « il y a dans la joncière des arbres plus beaux que tous les vôtres. Et tant qu'au foin, s'il est rare, il est fin. Et quand on le rentre, c'est comme une odeur de baume qui reste tout le long du chemin. » Il disputait ainsi sur rien, car Landry savait bien qu'il n'est point de plus bel avoir que celui qu'on a. Et Sylviné ne pensait pas à son avoir plus qu'à celui d'autrui, en méprisant celui de la Priche. Mais au fond de toutes ces paroles, en l'air, il y avait d'une part l'enfant qui était content de travailler et de vivre, n'importe où et comment, et de l'autre, celui qui ne pouvait point comprendre que son frère eût à part de lui un moment d'aise et de tranquillité. Si Landry le menait dans le jardin de son maître, et que tout en devisant avec lui, il s'interrompit pour couper une branche morte sur une hante,
ou pour arracher une mauvaise herbe qui gênait les légumes, cela fâchait Sylvinet, qu'il eut toujours une idée d'ordre et de service pour autrui. Au lieu d'être comme lui à l'affût du moindre souffle et de la moindre parole de son frère. Il n'en faisait rien paraître parce qu'il avait honte de se sentir si facile à choquer. Mais au moment de le quitter, il lui disait souvent « Allons, tu as bien assez de moi pour aujourd'hui, peut-être bien que tu en as trop et que le temps te dure de me voir ici. » Landry ne comprenait rien à ces reproches-là. Il lui faisait de la peine et à son tour, il en faisait reproche à son frère qui ne voulait ni ne pouvait s'expliquer. Si le pauvre enfant avait la jalousie des moindres choses qui occupaient Landry, il avait encore plus fort celle des personnes à qui Landry montrait de l'attachement. Il ne pouvait souffrir que Landry fût camarade et de bonne humeur avec les autres gars de la Priche. Et quand il le voyait prendre soin de la petite Solange, la caresser, l'amuser, et lui reprocher d'oublier sa petite sœur Nanette, qui était, à son dire, 100 fois plus mignonne, plus propre, plus aimable que cette vilaine fille-là. Mais comme on n'est jamais dans la justice, quand on se laisse manger le cœur par la jalousie, lorsque Landry venait à la Bessonnière, il paraissait s'occuper trop, selon lui, de sa petite sœur. Sylvinet lui reprochait de ne faire attention qu'à elle, et de n'avoir plus avec lui que de l'ennui et de l'indifférence. Enfin, son amitié devint peu à peu si exigeante et son humeur si triste que Landry commençait à en souffrir et à ne pas se trouver heureux de le voir trop souvent. Il était un peu fatigué de s'entendre toujours reprocher d'avoir accepté son sort comme il le faisait, et on eût dit que Sylvinet se serait trouvé aussi malheureux s'il eût pu rendre son frère moins malheureux que lui. Landry comprit et voulut lui faire comprendre que l'amitié, à force d'être grande, peut quelquefois devenir un mal. Sylvinet ne voulut point entendre cela et considéra même la chose comme une grande dureté que son frère lui disait, et si bien qu'il commença à le bouder de temps en temps et à passer des semaines entières sans aller à la Priche, mourant d'envie pourtant de le faire, mais s'en défendant, et mettant de l'orgueil dans une chose où jamais il n'aurait dû y en entrer un brin. Il arriva même que, de parole en parole et de fâcherie en fâcherie, Sylvinet, prenant toujours en mauvaise part tout ce que Landry lui disait de plus sage et de plus honnête pour lui remettre l'esprit, le pauvre Sylvinet en vint à avoir tant de dépit qu'il s'imaginait par moments haïr l'objet de tant d'amour et qu'il quitta la maison un dimanche pour ne point passer la journée avec son frère, qui n'avait pourtant pas une seule fois manqué d'y venir. Cette mauvaiseté d'enfant chagrina grandement Landry. Il aimait le plaisir et la turbulence, parce que chaque jour il devenait plus fort et plus dégagé. Dans tous les jeux, il était le premier, le plus subtil de corps et d'œil. C'était donc un petit sacrifice qu'il faisait à son frère de quitter les joyeux gars de la Priche chaque dimanche pour passer tout le jour à la Bessonnière, où il ne fallait point parler à Sylvinet, d'aller jouer sur la place de la Causse, ni même de se promener ici ou là. Sylvinet, qui était resté enfant de corps et d'esprit beaucoup plus que son frère et qui n'avait qu'une idée, celle de l'aimer uniquement et d'en être aimé de même, voulait qu'il vînt avec lui tout seul dans leurs endroits, comme il disait, à savoir dans les recoins et cachettes où ils avaient été à s'amuser à des jeux qui n'étaient maintenant plus de leur âge, comme de faire petites brouettes d'osier ou petits moulins ou saulnais, apprendre les petits oiseaux ou encore des maisons avec des cailloux et des champs grands comme un mouchoir de poche que les enfants font mine de labourer à plusieurs façons, faisant imitation en petit de ce qu'ils voient faire aux laboureurs, semeurs, herscheurs, et herbeurs et moissonneurs, et s'apprenant ainsi les uns aux autres, dans une heure de temps, toutes les façons, cultures et récoltes que reçoit et donne la terre dans le cours de l'année. Ces amusements-là n'étaient plus du goût de Landry, qui maintenant pratiquait ou aidait à pratiquer la chose en grand, et qui aimait mieux conduire un grand charroi à 6 bœufs que d'attacher une petite voiture de branchage à la queue de son chien. Il aurait souhaité d'aller s'escrimer avec les forts gars de son endroit, jouer aux grandes quilles, vu qu'il était devenu adroit à enlever la grosse boule et à la faire rouler à point à 30 pas. Quant à Sylvinet, consentait à y aller. Quand Sylvinet consentait à y aller,
Au lieu de jouer, il se mettait dans un coin sans rien dire, tout prêt à s'ennuyer et à se tourmenter si Landry avait l'air de prendre au jeu trop de plaisir et trop de feu. Enfin, Landry avait appris à danser à la priche, et quoique ce goût lui fût venu tard à cause que Sylvinet ne l'avait jamais eu, il dansait déjà aussi bien que ceux qui s'y prennent dès qu'ils savent marcher. Il était estimé bon danseur de bourrée à la priche. Et quoiqu'il n'eût pas encore de plaisir à embrasser les filles, comme c'est la coutume de la faire à chaque danse, il était content de les embrasser parce que cela le sortait par apparence de l'état d'enfant. Et il eût même souhaité qu'elles y fissent un peu de façon comme elles font avec les hommes, mais elles n'en faisaient point encore, et même les plus grandes le prenaient par le cou en riant, ce qui l'ennuyait un peu. Sylvinet l'avait vu danser une fois, et cela avait été cause d'un de ses plus grands dépits. Il avait été si en colère de le voir embrasser une des filles du père Caillot qu'il avait pleuré de jalousie et trouvé la chose tout à fait indécente et mal chrétienne. Ainsi donc, chaque fois que Landry sacrifiait son amusement à l'amitié de son frère, il ne passait pas un dimanche bien divertissant. Et pourtant, il n'y avait jamais manqué, estimant que Sylvinet lui en saurait gré et ne regrettant pas un peu d'ennui dans l'idée de donner du contentement à son frère. Aussi, quand il vit que son frère, qui lui avait cherché Castille dans la semaine, avait quitté la maison pour ne pas se réconcilier avec lui, il prit à son tour du chagrin. Et pour la première fois, depuis qu'il avait quitté sa famille, il pleura à grosses larmes et alla se cacher, ayant toujours honte de montrer son chagrin à ses parents et craignant d'augmenter celui qu'il pouvait avoir. Si quelqu'un eût dû être jaloux, Landry y aurait eu pourtant plus de droit que Sylvinet. Sylvinet était le mieux aimé de la mère, et mêmement le père Barbeau, quoiqu'il eût une préférence secrète pour Landry, montrait à Sylvinet plus de complaisance et de ménagement. Ce pauvre enfant, étant le moins fort et le moins raisonnable, était aussi le plus gâté et l'on craignait davantage de le chagriner. Il avait le meilleur sort puisqu'il était dans la famille et que son Besson avait pris pour lui l'absence et la peine. Pour la première fois, le bon Landry se fit tout ce raisonnement et trouva son Besson tout à fait injuste envers lui. Jusque-là, son bon cœur l'avait empêché de lui donner tort, et plutôt que de l'accuser, il s'était condamné en lui-même d'avoir trop de santé et trop d'ardeur au travail et au plaisir, et de ne pas savoir dire d'aussi douces paroles, ni s'aviser d'autant d'attention fine que son frère. Mais pour cette fois, il ne put trouver en lui-même aucun péché contre l'amitié. Car pour venir ce jour-là, il avait renoncé à une belle partie de pêche aux écrevisses que les gars de la Priche avaient comploté toute la semaine et où il lui avait promis bien du plaisir s'il voulait aller avec eux. Il avait donc résisté à une grande tentation et à cet âge-là, c'était beaucoup faire. Après qu'il eut bien pleuré, il s'arrêta à écouter quelqu'un qui pleurait aussi pas loin de lui et qui causait tout seul, comme c'est assez la coutume des femmes de campagne quand elles ont un grand chagrin. Landry connut bien vite que c'était sa mère et il courut à elle. « Hélas, faut-il, mon Dieu, disait-elle en sanglotant, que cet enfant-là me donne tant de soucis. Il me fera mourir, c'est bien sûr. »« Est-ce moi, ma mère, qui vous donne des soucis ?» s'exclama Landry en se jetant à son cou. « Si c'est moi, punissez-moi et ne pleurez point, je ne sais pas en quoi j'ai pu vous fâcher, mais je vous en demande pardon tout de même. » À ce moment-là, la mère connut que Landry n'avait pas le cœur dur comme elle se l'était souvent imaginé. Elle l'embrassa bien fort et sans trop savoir ce qu'elle disait, tant elle avait de peine, elle lui dit que c'était Sylvinet et non pas lui dont elle se plaignait, que quant à lui, elle avait eu quelquefois une idée injuste et qu'elle lui en faisait réparation, mais que Sylvinet lui paraissait devenir fou et qu'elle était dans l'inquiétude parce qu'il était parti sans rien manger avant le jour. Le soleil commençait à descendre et il ne revenait pas. On l'avait vu à midi du côté de la rivière et finalement la mère Barbeau craignait qu'il ne s'y fût jeté pour finir ses jours. Chapitre 8. Donc c'est là que je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vais poursuivre cette lecture dans une prochaine émission. Je vous souhaite une très très bonne soirée, de beaux rêves pour certains et une très bonne matinée pour d'autres. Bon courage aussi également pour le travail car je sais que certains se lèvent très tôt pour aller travailler. Bon courage.